Bonsoir. J'ai déjà dit bonsoir à tout le monde, hein, on a fait ça de façon informelle. C'est un peu le cadre de la conférence. On fait ça de façon un peu plus informelle que les autres conférences. D'habitude, d'ailleurs, c'est pas une conférence, c'est une table ronde où nous aurons l'occasion d'échanger et de vous donner la parole. Donc, je voudrais remercier d'abord Mathieu de Ticket for Change, Anthony de Ticket for Change, Romain de Ticket for Change et une équipe qui est derrière eux et qui nous ont bien aidés pour construire cette conférence. Bienvenue dans le Nord, parce qu'ils ne sont pas tous du Nord, il n'y a qu'Anthony qui est du Nord. Je voulais remercier aussi les collaborateurs qui sont là, les actionnaires qui sont là, le retraité qui est là, les amis aussi de l'entreprise qui sont là. Eric, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Parce que vous m'avez dit la semaine dernière quand on s'est eu au téléphone, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait beaucoup de monde. Eric, je suis un petit peu déçu, parce que nous ne sommes pas très nombreux. Mais je suis super content, parce que les gens qui sont là, quand Camille et Dany ont fait un tour des bureaux pour aller relancer un petit peu, étaient tous super emballés par le sujet dont on va parler ce soir, l'entrepreneuriat social. Alors, donc ça rentre dans le cadre d'un cycle de conférences Regard Sûr qui a été initié en 2009 sous l'impulsion de notre fondateur Eric Derville, qui a pour objectif de développer la conscience de notre responsabilité environnementale et sociétale, et ça chez tous les acteurs de Nord-Auto. Le thème de l'intrapreneuriat social, pourquoi? En fait, il y a deux mots dans l'intrapreneuriat social. Intrapreneuriat, j'ai envie de démystifier tout de suite ce mot, il n'est pas hyper beau, mais c'est entreprendre de l'intérieur. Je pense qu'on peut tous être intrapreneurs. Et vous allez voir, ce soir, on a deux intrapreneurs qui vont être avec nous, qui sont là et qu'on vous présentera tout à l'heure. On peut tous être entrepreneurs à notre manière. Et chez Nord-Auto, je suis sûr qu'on a des héros qui sont des entrepreneurs. Je vais en citer un. Laurent. Tu es où, Laurent? Laurent, il est là. C'est un entrepreneur social. C'est Laurent qui a fait qu'on a des moutons qui se promènent autour et qui tombent de façon très écologique de pelouse. Et qui, comme m'a dit Anthony quand il est venu chez nous, donne un capital sympathie extraordinaire à l'entreprise. Donc super, Laurent, merci. Tu es un bel exemple et on en aura d'autres après. Donc des héros chez Nord-Auto, chez Mobilia, il y en a. Le deuxième mot, c'est social. On est dans une période, je pense que ça fait un petit bout de temps que ça dure, mais où on cherche à donner un sens à notre travail. On a pris conscience que le business devait se faire de façon responsable. Moi, je suis convaincu que le social est un terreau d'innovation très sain pour l'entreprise, pour ses collaborateurs et pour le monde dans lequel on évolue. On a eu une conférence il y a 2 jours où des entrepreneurs nous disaient que l'innovation ne pouvait venir que des startups. Eh ben, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Ça peut venir des startups, mais ça peut aussi venir de l'interne. Vous allez voir des exemples ce soir. Donc l'innovation peut venir de l'interne et du social. Pour ceux qui étaient là à la conférence, voilà, c'était une petite remarque entre nous. Alors pourquoi on a invité des intervenants externes? Parce qu'on a des vrais acteurs, on a des gens qui ont fait des vraies choses, ils ne vont pas forcément vous raconter des trucs que d'autres ont fait. Voilà, c'est eux qui l'ont fait. L'externe, nous sommes convaincus que c'est une bonne façon d'avoir une ouverture sur le monde et que notre entreprise ne doit pas rester enfermée sur elle-même. On a ici des gens de Decathlon, de Leroy Merlin, de Bell, de Bonduel et probablement d'autres entreprises. Donc bienvenue aussi aux externes, nous avons envie d'échanger avec vous et de travailler avec vous. Le ton de la conférence, je vous le dis, on veut que ce soit informel, que ce soit intimiste, on favorise les échanges et on aura une place aux échanges pour, en fin de table ronde. Déroulé de la conférence, Mathieu va nous expliquer un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat social et l'intrapreneuriat social. Intéressant. Ensuite, on aura les retours d'expérience de nos 2 intrapreneurs sociaux qui sont des pionniers dans leur entreprise.
Après, on leur posera un petit jeu pour vous, on a quelques questions à vous poser du tac au tac, et puis on va voir quelles sont les réponses, parce que l'entrepreneuriat social, c'est pas forcément une partie de plaisir, et on voudrait comprendre et décoder vos parcours d'entrepreneurs sociaux, et surtout s'en inspirer. Donc ça, cette première partie durera à peu près 1 heure, et puis après on a 30 minutes pour échanger. Vous nous poserez des questions, nous vous apporterons des réponses. Voilà. Et après il y a un petit peu de vous avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée là-bas, il y a un livre qui vient de sortir il y a 1 semaine, il est sorti le 15 septembre, un livre de Emmanuel de Lutzel et de Valérie de la Rochefoucauld, qui s'appelle « Transformer votre entreprise de l'intérieur », le guide de l'intrapreneur social. Et c'est un livre que vous pouvez acheter aujourd'hui. Alors on est dans la grande distrib, donc on a fait un prix barème. Vous regarderez derrière. Ce livre vaut 19 € et nous le vendons ici 15 €. On ne se fait pas de marge. Ah oui, vas-y. Super. Merci Nicolas. Voilà, alors il y aura, pour ceux qui n'ont pas pu venir ou ceux qui veulent revoir la conférence, il y a Henri qui a installé sa petite caméra là-bas, donc tout est filmé en mode intrapreneur, n'est-ce pas Henri? Et puis on vous a fait aussi des petits questionnaires, on aimerait bien que vous y répondiez. Il y a deux questions, si vous pouvez répondre avant la conférence, et puis les 3 questions suivantes, vous pouvez répondre après, et vous nous laissez les questionnaires sur les chaises, on les ramasse en fin de conférence. Voilà, alors je voudrais que vous souhaitiez maintenant la bienvenue à Mathieu. La parole est à toi Mathieu. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc moi je m'appelle Mathieu Dardaillon, je suis cofondateur de Ticket for Change. Moi j'ai 26 ans, j'ai fait une école de commerce et assez vite je me suis posé la question de à quoi ça pourrait me servir, qu'est-ce que j'allais faire après. Et mon moteur ça a assez vite été comment est-ce que je pourrais maximiser mon impact dans le monde, comment est-ce que je pourrais me rendre utile. Pourquoi me rendre utile? Parce que en fait, je suis issu d'une génération où en 2 secondes sur son smartphone, on voit tous les problèmes du monde qui s'accumulent dans notre fil Twitter ou Facebook. Alors ça peut être 3 millions de chômeurs en France, ou 3 millions de gens sous le seuil de précarité, 1,2 milliard de personnes en extrême pauvreté dans le monde. Il y en a à l'infini des chiffres comme ça. Aussi dans les problèmes environnementaux, depuis plus d'1 mois, on a consommé toutes les ressources que la planète peut produire en 1 an. Donc en fait, on vit à crédit écologique aujourd'hui. Donc en fait, un peu des indignations au début, des indignations sociales et puis environnementales. Et dans le même temps, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux outils qui peuvent changer la donne. Les nouvelles technologies, elles repoussent les limites du possible. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec des impressions 3D, on peut construire des maisons en 24 heures. On peut aussi inventer des voitures qui se conduisent sans pilote. Sans conducteur. Donc en fait on se demande où ça va s'arrêter l'innovation. Il faut la mettre au service des bons problèmes, la résolution des bons problèmes. Alors je me suis assez vite posé la question, là, en école de commerce, j'apprenais des outils et puis je me suis demandé mais à quoi ça pourrait me servir. Puis j'ai eu la chance de tomber sur les livres du professeur Yunus ou alors sur 80 hommes pour changer le monde et j'ai découvert le social business, les entrepreneurs sociaux, enfin tout ce courant-là qui m'a fasciné. Moi je les appelle entrepreneurs du changement. J'ai eu la chance de voyager, je suis allé 3 mois aux Philippines, 3 mois en Inde, 3 mois au Sénégal, travailler avec certains d'entre eux. Comment je définis ça? Pour moi, c'est tout simplement des gens qui voient un problème dans le monde et qui vont essayer de le résoudre à leur échelle en lançant une innovation, une solution nouvelle avec un modèle économique pérenne. Et ils le font soit en étant entrepreneurs, en créant une organisation, ou soit en étant intrapreneurs, en changeant leur organisation de l'intérieur. Derrière ce concept-là, je vais vous donner un exemple. J'ai eu la chance de voir en Inde cet exemple extraordinaire qui s'appelle Aravind Eye Care. C'est l'hôpital ophtalmologique le plus performant au monde. Il y a un problème en Inde, c'est le problème de la cataracte. Donc les gens deviennent aveugles au fur et à mesure si ce n'est pas soigné. Et cet hôpital en fait, a réussi l'innovation de faire passer le coût d'opération de la cataracte de 200 $, une opération à 5 $. Donc il y a un procédé technologique qui est derrière. Ça a permis du coup de faire 32 millions d'opérations en 36 ans. Mais surtout, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, pour 2 tiers des patients, qui sont les plus démunis des plus démunis, c'est gratuit. Et c'est un tiers des autres patients qui financent. Et ce modèle est pérenne, ça veut dire qu'il a un impact énorme, 32 millions de personnes, mais surtout c'est pérenne, et depuis 36 ans, à fin de chaque année,
c'est rentable, le but c'est pas de faire de l'argent, mais l'argent c'est nécessaire pour que ce soit durable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est énorme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impossible est temporel. Ils ont commencé avec 11 lits, 32 millions de personnes au bout de 36 ans. Tout ça, ce sont des histoires que je raconte dans un livre que j'ai coécrit qui s'appelle « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde ». Donc il y a d'autres portraits comme ça. Et en fait, un autre phénomène dont je me suis aperçu au fur et à mesure, c'est qu'il y a un autre truc historique, j'ai l'impression, à notre époque, c'est une énorme quête de sens et d'engagement. On parle souvent de la génération Y, on pose des questions sur le pourquoi. Pour moi, c'est pas qu'une génération, c'est pas une idée de génération, c'est une idée d'époque, je crois, où en fait, les gens veulent savoir à quoi ils contribuent, ils veulent trouver du sens dans leur consommation, dans leur travail. Ils questionnent les modèles préétablis. Et ça, je crois que c'est historique, et donc c'est pas une mode pour moi, c'est structurel. Derrière cette armée de gens qui peuvent agir et qui ne savent pas comment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème du déclic. Ces gens-là, tout le monde veut contribuer quelque part, mais les gens ne savent pas comment faire le premier pas, comment ils peuvent être utiles, efficaces. Et donc ce problème du déclic, ce problème de comment est-ce que moi je vais pouvoir agir et comment est-ce que moi je vais pouvoir faire le premier pas, c'est le problème auquel on s'adresse avec Ticket for Change, donc la start-up sociale que j'ai cofondée, que j'ai initiée il y a un peu plus de 2 ans. Notre métier chez Ticket for Change, c'est d'activer des talents. C'est de voir des potentiels chez des gens, les révéler, et puis que ces gens mettent leurs talents au service de la résolution de problèmes de société. Donc c'est d'activer des talents pour changer la société par l'entrepreneuriat. Et dans notre cadre aujourd'hui, par l'intrapreneuriat. Cette citation de Gandhi, en fait, elle résume assez bien ce qu'on veut faire. Cette citation, elle dit « La différence entre ce que l'on fait et ce que l'on est capable de faire pourrait permettre de résoudre la majorité des problèmes du monde. » Donc Ticket for Change, ça sert à ça, ça sert à aider les gens à prendre leur plein potentiel et à utiliser leur talent au service de la résolution des vrais problèmes de notre siècle. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a plein de choses, d'expériences, on fait des expérimentations pour mettre les gens en action. Notre plus grande expérimentation, c'est un tour de France. On a commencé en s'adressant à des jeunes, donc ça fait 2 éditions. La première édition, on a pris 50 jeunes, la deuxième aussi. On prend des jeunes de 18 à 32 ans, on les sélectionne sur des critères non académiques, du bac-5 au bac+5. Leur capacité à rêver, leur détermination à faire changer les choses, leur potentiel de leadership et leur capacité à communiquer leur enthousiasme. Ils n'ont pas d'idée, pas forcément d'idée de projet pour changer les choses, mais ils ont une envie énorme. On les sélectionne sur leur motivation, leur potentiel. Et pendant 12 jours, ils font un parcours pédagogique. La promesse, c'est 12 jours pour changer sa vie et le reste de sa vie pour changer celle des autres. Et pendant ces 12 jours, ils font une phase d'inspiration. Ils vont à la rencontre de pionniers, pionniers du nouveau monde, qui sont déjà passés à l'action. Il y en a 2 après à qui je laisserai la parole. Pour en donner un exemple, quelqu'un qui travaille proche d'ici, André Dupont de Vitamine T. Vitamine T, c'est une entreprise sociale d'insertion qui traite les déchets électroménagers. En 30 ans, ils ont réinséré 30 000 personnes qui étaient éloignées de l'emploi et ça leur redonne une chance dans la vie, tout simplement, de se réinsérer. Et surtout, c'est sur le segment du traitement de déchets très difficile à retraiter, donc c'est un impact environnemental, social et économique parce que c'est en très forte croissance et que ça augmente chaque année. La deuxième phase, donc ça c'était l'inspiration, aller voir des pionniers, montrer que ça marche. La deuxième phase que les participants font, c'est une phase d'introspection. Accompagnés par des coachs, en fait, ils vont redécouvrir leurs talents, leurs passions, leurs moteurs, ce à quoi ils veulent contribuer dans le monde. On les questionne sur, au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et la troisième phase, c'est une phase de passage à l'action. À partir du problème qui les indique dans le monde, quelles solutions nouvelles ils peuvent inventer pour résoudre ce problème à leur échelle. Et surtout, on ne va pas leur demander de faire de l'idéation, de l'invention de solutions comme ça, on va leur demander de la tester très rapidement et de le faire de manière itérative. Donc en 6 jours, ils la font challenger par une 50aine de personnes, qui soient des experts, ou des potentiels bénéficiaires, ou des potentiels clients. Et à la fin, ils pitchent devant, cette année 800 personnes, leur idée. Ensuite, donc il y avait 50 participants, on a eu plus de 45 projets d'entrepreneurs. Donc il y a un taux de transformation. Après, on va voir s'ils les réalisent dans la durée. En tout cas, il y a une envie énorme et ils sont au début de leur activité. Ensuite, il y a un programme pour accompagner leur premier pas. Donc pendant 1 an, on les accompagne. Parce que c'est pas tout d'avoir une idée. Après, c'est l'exécution qui fait la différence. Donc on les accompagne dans leur premier pas. Je vous donne un exemple de projet qui est issu du tour de cette année, Humans Relay. Il a été créé par Yacine. Yacine, il a 23 ans, il est développeur.
Lui, ça fait 2 ans qu'il fait des maraudes, donc il aide des SDF comme ça avec une association tous les dimanches. Et il voit que, en fait, évidemment, ça ne résout pas tout le problème. En tout cas, ça n'agit pas sur la cause comme ça devrait. Du coup, lui, il se dit, il y a quand même 140 000 SDF en France, et il veut lutter contre l'exclusion et l'isolement. Il est développeur. Du coup, il se dit, je vais développer une application. Cette application, donc, elle s'appelle Humans Relay, elle est en développement en ce moment. Le but, en fait, vous voyez, c'est géolocaliser. Donc, si vous avez cette application, vous pouvez voir à combien s'il y a moins de 500 mètres de chez vous, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, et auquel besoin, entre guillemets, il a besoin. Donc là, on voit qu'il a besoin d'habits et de chaussures, parce que c'est une association qui a référencé ce besoin. La personne est d'accord, et ça permet de recréer du lien entre les personnes sans abri et les personnes qui ont un abri et qui veulent aider. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Et en fait, au fur et à mesure de mon cheminement, ça fait 5 ans que je me pose ces questions en école de commerce, j'ai aussi développé un intérêt énorme pour les intrapreneurs. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de fin d'études, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai fini mes études, sur ce sujet-là. Pourquoi ce sujet des intrapreneurs? Parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est cet article-là dans The Economist, que j'ai découvert après coup, en 2008. Les plus grands agents de changement sociétal ne sont probablement pas les entrepreneurs sociaux, aussi intéressants soient-ils. Il y a de très grandes chances que ce soit des personnes très raisonnables, travaillant pour des grandes entreprises, qui voient des manières de concevoir des meilleurs produits ou d'atteindre de nouveaux marchés et qui ont les ressources pour le faire. Je me suis dit, mais ouais, il y a quand même un truc à faire, enfin, il faut que j'explore ce machin-là aussi. Et là, je vous donne la définition de ce que c'est un intrapreneur social, c'est la définition qui est dans le petit livre là-bas. Un intrapreneur social, c'est un salarié qui développe au sein de son entreprise une activité innovante, susceptible d'apporter une solution durable à un problème de société. Cette innovation sociale, elle doit être intégrée dans le cœur de métier de l'entreprise. Elle se caractérise par un modèle économique propre, visant à minima à couvrir les coûts du projet, et elle favorise la participation des collaborateurs de l'entreprise qui sont invités à y apporter leur expertise. Un exemple de projet qui m'a touché dans mes différentes rencontres, rapidement, parce que je pense que c'est un projet pionnier, puis ensuite on en verra des plus incarnés. C'est la rencontre entre, à l'époque, le directeur général de Danone et puis le professeur, donc Franck Ribou, et puis le professeur Younous, prix Nobel de la paix. Il y en a un, sa mission, c'est de permettre la santé, de donner accès à la santé par l'alimentation en plus grand nombre, Danone, et puis l'autre, c'est de mettre la pauvreté au musée dans son pays, le professeur Younous, au Bangladesh. Du coup, ensemble, ils ont une idée, c'est de créer une alliance entre une entreprise et une ONG pour créer un social business, pour en fait lutter contre les carences nutritionnelles des enfants au Bangladesh, dont souffre un enfant sur 2. Ils créent notamment ce yaourt, le Shakti Doi, qui est en fait un yaourt, donc ce que c'est faire Danone, enrichi en vitamines et en minéraux, vendu à très 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 bas coût, à peu près 3-4 centimes d'euros, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Emmanuel Faber, qui est le nouveau directeur général de Danone, il dit que c'est probablement le yaourt le plus puissant et le moins cher du monde. Et pourquoi c'est intéressant pour Danone? Parce que ça transforme aussi l'entreprise. C'est pas juste ce projet-là. Certes, c'est un impact social, mais c'est aussi, ça donne énormément de motivation aux collaborateurs qui sont fiers d'appartenir à cette entreprise, même s'ils ne sont pas sur ce projet-là. Et surtout, ça réinvente toute la manière de concevoir chez Danone. Donc, ils ont financé ce projet par l'épargne solidaire, donc c'est différent. Ils ont créé une usine 100 fois plus petite que les usines existantes, ce qu'ils savaient faire avant. Ils distribuent par ces femmes-là qui sont des Gramming Ladies, mais là on en aura un exemple juste après, qui permettent d'aller au dernier kilomètre, donc qui sont des modèles de distribution complètement différents. Bref, ça réinvente l'entreprise, ça pousse la créativité beaucoup plus loin. Du coup, ça c'est la synthèse de mon mémoire de fin d'études sur les intrapreneurs sociaux, rapidement. Donc c'est avec mon compère Jonas, avec qui on a voyagé autour du monde, écrit le livre. On a fait un peu une synthèse des expériences qu'on avait vues chez Danone, chez Leroy Merlin, chez Schneider, chez BNP, chez Renault. Du coup, 5 paradoxes des intrapreneurs sociaux. Les intrapreneurs sociaux, on a pu nous rendre compte, sont des entrepreneurs agiles dans des structures rigides. Des structures rigides, souvent on voit une entreprise comme une structure où en fait il y a de l'inertie. Donc l'intrapreneur social, il doit développer des capacités d'entrepreneur pour inventer des solutions qui n'ont jamais existé dans cette entreprise. Il faut développer des choses nouvelles. Il faut fonctionner en start-up en quelque sorte, fonctionnement start-up, pour commencer rapidement,
prototyper, montrer que ça marche très rapidement. En tout cas, c'est des méthodes différentes. 2 sont des utopistes pragmatiques. Les utopistes, il n'y a pas besoin de définir. Évidemment, ils rêvent que l'entreprise contribue à changer le monde. Et pragmatiques, ils doivent fonctionner avec le discours dans le monde de l'entreprise, donc ils doivent parler business plan, etc., résultats, performance. 3, ce sont des explorateurs diplomates. Des explorateurs, oui, parce qu'ils doivent inventer des nouveaux modèles qui concilient business et sens. Ils ne savent pas vraiment si ça va marcher. Diplomates, parce qu'il faut fédérer des énergies de toutes les parties prenantes, notamment de leur directeur général, parce qu'il y a toujours ce passage-là à passer au dernier moment. Des passionnés patients, ils ont une flamme évidemment de porter ces projets. Des patients parce que c'est long pour changer une entreprise de l'intérieur, donc ça met plusieurs années, et c'est souvent frustrant. Et enfin des classiques alternatifs, des classiques parce que ce sont des gens qui ont fait souvent plusieurs années de métier, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait, pas dans tous les cas, ils ont fait plusieurs métiers, souvent ils ont fait 20 ans dans l'entreprise. Et alternative, on n'a pas besoin de le décrire, mais c'est aussi des gens qui sont engagés à côté et qui essaient de mettre leur engagement dans l'entreprise. Du coup, avec Ticket for Change, nous on est convaincus que les entreprises ont le potentiel de changer les choses et que c'est notre responsabilité aussi d'infuser cette énergie-là. Notre rêve, en fait, c'est d'aider les entreprises à s'adapter au monde de demain et à les rendre plus innovantes, plus agiles, plus responsables pour avoir un impact positif sur le monde. Donc on a différentes conférences, ateliers, séminaires, accompagnements. Comme on est des entrepreneurs, on a commencé petit. On a dit, mais dans notre tour, on n'a qu'à mettre des intrapreneurs, des gens qui vont essayer de changer leur boîte de l'intérieur. Donc on a eu l'idée en janvier, on a testé, vous voulez 10 intrapreneurs, on en a eu 8 pour la première édition. Du coup, il y a 8 salariés d'entreprise qui ont été envoyés par leur boîte. L'entreprise a payé 10 000 € pour qu'ils participent à cette formation de 12 jours, et puis un accompagnement d'1 an. Donc des boîtes de tout secteur. Et ces intrapreneurs, ils avaient qu'une idée, et puis on les accompagne dans la mise en œuvre avec des experts. Je vous donne juste rapidement le projet lauréat de cette année, d'intrapreneuse. C'est Véronique, qui est responsable qualité chez Valrhona, donc une PME qui produit du chocolat. Le problème, 24% des moins de 26 ans sont au chômage. Et en même temps, 52% des boulangers-pâtissiers ont des difficultés à recruter. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est une école d'insertion pour permettre à des jeunes défavorisés d'apprendre ces métiers-là. Ça sert l'entreprise, parce qu'elle peut recruter. Ça sert les jeunes, évidemment, parce qu'il y a trop d'emplois. Puis ça a un impact positif sur notre pays, parce que ça lutte contre le chômage. Voilà, c'était un exemple. Là, c'est une photo de Thierry Marx, parce qu'elle a eu la chance de le rencontrer pendant le tour. C'est un de nos parrains. C'est pas lié à Thierry Marx, le projet, mais c'est la photo d'illustration. Et du coup, je vais laisser la parole à Nicolas. C'était un premier éclairage pour poser le cadre de l'intrapreneuriat. Et puis je laisse la parole à Nicolas pour ensuite parler avec nos 2 témoins. Merci beaucoup pour ce partage sur l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat social. On va inviter Nicolas Cordier de Laura Merlin et Jean-Marc Guénet de Belle, 2 intrapreneurs sociaux qui ont fait. Et puis nous, on ne va plus parler. On va leur poser quelques questions et c'est eux qui vont parler là. Alors, vous allez nous raconter un peu votre expérience. En fait, la première question que je vais vous poser à chacun, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre parcours, votre entreprise et l'objet de votre projet d'entrepreneuriat social. Bonsoir, chacune à chacun. Présentation rapide, j'ai 44 ans, j'ai 4 enfants. Je commence par ça parce que c'est un vrai boulot aussi. J'ai d'abord passé 10 ans au Chili, où j'ai notamment démarré une activité il y a déjà quelques années de microcrédit. À l'époque, personne ne savait trop ce que c'était. Je disais que c'était une banque pour les pauvres. On allait financer des micro-entreprises dans les bidonvilles de Santiago. Et puis 10 ans après le Chili, je suis revenu sur ma terre d'origine dans le Nord. Et je suis rentré chez Leroy Merlin, où j'ai effectué plusieurs missions dans différentes directions d'entreprise. À la direction marketing au départ, sur un sujet qui était complètement nouveau en 2001, Internet. Et puis ensuite, je suis parti en magasin, qui est notre cœur de métier de commerçant, sur le magasin de Valenciennes. Et puis, je suis revenu en centrale d'achat.
Et depuis 4 ans maintenant, et pendant 2 ans, j'ai donc développé une activité d'intrapreneur social, mais ça je l'ai découvert qu'après, ça s'appelait comme ça. Mais globalement, j'ai développé les activités de social business au sein de Leroy Merlin. Personne ne me l'avait demandé, mais je trouvais que ça avait du sens de le faire. Et donc ça fait aujourd'hui 2 ans que je suis rattaché à la direction générale de Leroy Merlin pour explorer ces territoires un peu nouveaux pour l'entreprise. Voilà. Donc une manière de présenter un entrepreneur social, on a dit acteur de changement, c'est aussi un emmerdeur ou un poil à gratter, etc. Enfin, voilà. Leroy Merlin, je ne présente pas, je pense que vous vous situez bien. Voilà. Et donc je suis quand même là aujourd'hui, moi, sur Leroy Merlin France, donc 125 magasins et plus de 20 000 collaborateurs. Ça marche. Moi, je suis donc Jean-Marc Guéné et en fait, j'ai une particularité dans ce grand monde de l'entrepreneuriat, c'est que finalement, je n'ai pas eu à trop combattre en interne pour, en tout cas, à prêcher la bonne parole, puisque moi, j'y suis arrivé dans le grand groupe il y a 4 ans. Donc, je suis intrapreneur finalement que depuis 4 ans au sein d'un groupe qui s'appelle Belle, la fromagerie Belle, qui est plus connu pour ses marques. La vache qui rit, Babybel, Boursin, l'Ardameur, etc. Et avant de travailler dans ce grand groupe, j'avais un parcours d'entrepreneur, puisque j'ai tout de suite après mes études d'ingénieur, je suis parti vivre en Asie où j'ai passé plus de 7 ans, au Cambodge, en Inde et sur les hauts plateaux tibétains, où j'ai créé des entreprises à vocation sociale, mais avant tout des entreprises. Et avant que le groupe Bell me demande de les aider à réfléchir sur des nouveaux business models, surtout dans notre chaîne de valeur qui pourrait avoir un impact social, donc finalement de réinventer notre manière de faire les choses. J'étais un spécialiste des textiles en tweed, en laine de yak à 4000 mètres d'altitude dans la province du Gansu. J'ai trouvé la transition assez intéressante, mais finalement pas idiote, parce que l'idée c'était de dire pour repenser un peu notre business model, mais il faut probablement qu'on prenne quelqu'un qui finalement a la tête complètement vide, qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Alors j'avais dirigé une entreprise un peu FMCG, qui faisait du bio. Pour les fromageries Besse, c'était plutôt je pense que ça leur paraissait plutôt comme des pique-niques du business, mais voilà, j'avais très peu d'expérience, j'avais la tête vide, et on m'a confié finalement cette mission de voir comment on pourrait changer notre chaîne de valeur. J'ai monté un programme qui aujourd'hui est un succès, qui s'appelle Sharing Cities. Le concept est assez simple, il y a plus de vendeurs de rue que de magasins dans le monde, notamment dans les pays émergents, et aucune marque aujourd'hui n'investit sur la zone de distribution existante. Il y a des millions de vendeuses de fruits et légumes qui vendent en porte-à-porte dans toutes les villes émergentes leurs produits à des consommateurs qu'elles connaissent, avec lesquels elles ont des relations très fortes. Et finalement, aucune marque s'est dit, tiens, on va rajouter un produit dans le panier de la vendeuse. Et c'est exactement ce que Sharing City essaie de faire, et on en parlera un peu plus par la suite, mais avec un vrai succès à la fois social, puisqu'il y a toute une plateforme pour les accompagner, ce sont des vendeuses du secteur informel, donc à les accompagner à avoir accès à une micro-assurance santé, avoir accès à une formation professionnelle, à un compte bancaire, et c'est un vrai succès business, parce qu'aujourd'hui ça représente 10% du volume de la vache qui rit dans les pays dans lesquels on s'est installé. C'est là dans près de 5 pays aujourd'hui, en Afrique et en Asie. Je ne devrais pas le dire, mais également un business model qui est plus profitable que le business traditionnel aujourd'hui. Et ça, je suis assez fier quand même de le préciser. Donc voilà, c'est possible d'intrapprendre. J'ai pas on est très complémentaires finalement dans notre histoire. Je sais que ça va transparaître à partir pour les prochaines questions. Justement, à vous deux, quel a été votre déclic? Pourquoi vous êtes devenu entrepreneur social? Parce que Belle m'a proposé un joli contrat que je ne pouvais pas refuser. Non, dans mon cas, en fait, c'est un peu... Je suis rentré dans une structure existante. La famille Belle, société familiale, avait la volonté de
d'aller explorer ces nouveaux business models, le social business, etc. Très inspiré par ce dont tu as parlé, c'est-à-dire ce que Damien avait mis en place. Et donc ils avaient créé une structure qui s'appelle Bell Access. C'est l'un des membres de la famille qui a pris la direction de cet incubateur. C'est un vrai message puissant pour dire on a envie d'y aller et on va y aller à fond. Et moi, finalement, on m'a proposé de devenir un